Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de vous rendre disponibles pour assister à ce webinaire dédié au comportement et attentes des vendeurs aujourd'hui en France. Je suis Elena Ra, donc responsable d'équipe succès client chez Meilleurs Agents et je suis accompagnée de Maud Valentini, je suis responsable études chez Meilleurs Agents. Alors, on voudrait juste s'assurer que tout le monde entend parfaitement bien. Donc, n'hésitez pas, que ce soit pour nous remonter cette information-là ou même pour poser vos questions, à vous servir du chat que vous avez sur la droite de votre écran dans l'interface. On essaiera de traiter un maximum de vos questions à la fin de ce webinaire. On n'aura probablement pas le temps de tout traiter, mais vous serez recontactés évidemment pour qu'on puisse répondre à tout ça. Donc, n'hésitez pas à taper toutes vos questions via le chat. Alors, on va démarrer. Hop. Donc, la vocation de Meilleurs Agents, c'est d'être un pont entre les particuliers vendeurs et les agences immobilières. Et donc, dans le cadre de cette problématique, c'était vraiment important pour nous de refaire un point sur les attentes des particuliers vendeurs à date et leurs attentes, leur comportement vis-à-vis des agents immobiliers. Donc, pour travailler sur cette problématique, on a fait appel à OpinionWay, qui est un institut d'études indépendant, et ils ont interrogé un échantillon solide, puisque plus de 2500 personnes ont répondu à cette enquête. Donc, c'était tous des particuliers qui ont vendu un bien au cours des 3 dernières années ou qui ont l'intention de le faire. Donc, l'échantillon a été interrogé sur la base d'un fichier de contact qui a été fourni par l'agent, et on s'est ensuite assuré d'avoir un échantillon représentatif de la population en appliquant notamment une pondération sur la répartition géographique. Et donc, c'est des réponses qui sont vraiment toutes fraîches, puisque les interviews ont été réalisées à la fin de cet été. Et donc, on est content de partager aujourd'hui les réponses aux questions qui nous semblent les plus intéressantes pour votre métier. Alors, parmi les questions qu'on a extraites de cette étude, la première, c'est combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez réfléchi à la vente de votre bien et le moment où vous l'avez réellement mis en vente? Et donc, la réponse, c'est 6,7 mois. Donc, on voit qu'il se passe beaucoup de choses en fait avant la mise en vente, que c'est un projet qui est mûrement réfléchi. Ensuite, combien de mois a duré la vente de la mise en vente à la signature du compromis? Et là, une fois que le projet est mis en route et que le bien est en vente, il se passe encore 6 mois avant la vente finale. Et donc, au final, si on fait les 7 mois de réflexion, plus les 6 mois de vente et les quelques mois pour passer chez le notaire, on arrive à un bébé cachalot, 15 mois. En fait, c'est le temps de gestation chez le cachalot. Donc, on peut dire que la vente d'un bien immobilier, c'est vraiment un gros bébé. Voilà, qui prend du temps, du coup, à prendre forme. Alors, troisième question, dans quel état d'esprit étaient ces vendeurs au début de la vente? Alors, on a vu que c'est un projet qui est mûrement réfléchi et donc, assez logiquement, ça génère des sentiments mitigés. Ça génère avant tout de l'enthousiasme, c'est ce que nous ont dit 80% des particuliers. Donc, de l'enthousiasme parce que c'est un projet de vie et donc c'est pour ensuite acheter plus grand, c'est pour changer de ville, changer de quartier, etc. Mais dans le même temps, ça génère également de l'inquiétude. C'est ce que nous ont dit 53% des répondants. De l'inquiétude parce que justement, c'est un projet de vie et que ça génère beaucoup d'inquiétude. Et donc, sur quel point précisément? Et donc, l'inquiétude, c'est avant tout de ne pas vendre au prix espéré. C'est ce que nous ont dit 80% des répondants. Mais il y a une double inquiétude, ils ont également peur de ne pas vendre assez vite. Alors, du coup, on voit que c'est un projet qui prend beaucoup de temps, mais qui démarre quelque part. Donc, quelles sont les premières démarches que ces vendeurs indiquent avoir faites? Donc, les premières démarches, on a vu qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets notamment par rapport au prix. Donc, logiquement, le premier réflexe, c'est d'aller sur Internet et de rechercher des informations sur le prix. Et on voit bien qu'à ce stade de réflexion, le contact avec un professionnel ou un agent immobilier arrive dans un second temps et secondaire. Alors là, évidemment, toutes les sources d'informations vont se cumuler. On voit bien que le total est supérieur à 100%. Donc, en réalité,
et ça on va le voir aussi après par la suite, mais ils vont cumuler les sources d'informations, mais ça reste quand même Internet qui est prépondérant en la matière, puisque c'est de l'info accessible tout le temps, 24 heures sur 24 et sur tout type de support. Alors, et donc du coup, les sources d'informations précisément sur la détermination du prix, quelles ont été ces sources? Alors là, en fait, quand on rentre vraiment dans le vif du sujet et qu'il s'agit véritablement d'estimer le bien, là, l'agent immobilier reprend toute sa place et on voit que il devient le référent prix. Mais ce qu'on voit également dans le même temps, c'est qu'en fait, le particulier va également faire appel à des services d'estimation en ligne, va également regarder les annonces de biens à vendre, les biens vendus dans le quartier. Donc, en fait, il va finalement croiser une multitude de sources d'informations. Voilà, donc globalement, effectivement, comme c'est anxiogène, il va essayer de prendre de l'info un petit peu partout et auprès de tous les pros ou les supports ou voilà, les sites où, en tout cas, il est en mesure d'avoir une information un peu plus précise sur le prix de son bien. Alors, 7e question, pour ceux qui ont fait une estimation en ligne, est-ce qu'ils ont parlé aux professionnels du prix qu'ils ont obtenu? Alors, c'est quelque chose dont on se doutait, mais là, dans le cadre de cette étude, c'est la première fois qu'on a vraiment l'occasion de le mesurer. Et en fait, dans 75% des cas, les particuliers ne disent pas à l'agent qu'ils ont réalisé une estimation en ligne ou vont le dire bien plus tard, une fois que le projet est amorcé. Il y a une vraie notion effectivement de confiance. On l'a vu, hein, ils sont assez inquiets par rapport à quelque chose que vous connaissez très bien, auquel vous êtes confronté tous les jours. C'est la psychologie du vendeur qui va être très méfiant, à l'inverse de l'acquéreur qui va faire beaucoup de bruit. Le vendeur, lui, va éviter de vous révéler ces informations pour ne pas vous influencer. Il va récolter en fait des informations par le biais de l'estimation en ligne qui va lui servir en fait à vous jauger, hein, entre guillemets, et à voir si ce que vous lui dites est raccord avec l'information qu'il a pu prendre au préalable. Donc très souvent, il ne se dévoile que lorsque la confiance est instaurée et que la relation est un peu plus avancée. Alors, en tant que vendeur, justement, qu'attendent-ils d'un agent immobilier? Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est une bonne nouvelle et c'est rassurant. On voit qu'en fait, les particuliers ont de fortes attentes envers les agents immobiliers. Vous voyez que sur toute une série, hein, sur la majorité de ce qu'on a testé, on a au moins 70% d'attentes. Et si on regarde plus précisément, on a deux grandes attentes. On a une première attente qui est en vert, c'est tout ce qui a trait au prix. En fait, les particuliers attendent des agents immobiliers que vous les aidiez en fait à définir le prix et que vous les aidiez également à défendre, à justifier le prix du bien auprès des futurs acheteurs. Il y a également une deuxième attente qui, cette fois, a plus trait à l'acheteur. Ils attendent des agents immobiliers qu'ils leur partagent finalement leurs connaissances et leur accès aux acheteurs. Ils ont besoin qu'on leur explique ce que veulent les acheteurs, besoin également de les trouver, de les filtrer, également de défendre le bien, le prix, pour petit à petit rapprocher la position du vendeur et de l'acheteur. Là, on est vraiment sur deux points essentiels et importants. Ça va être l'expertise du professionnel et aussi les qualités humaines, justement, donc qui restent évidemment prépondérantes, hein, ça c'est pareil, vous le savez. Mais en tout cas, dans l'esprit du vendeur, il est très clair que le rôle de l'agent immobilier, c'est vraiment un rôle d'expert et un rôle aussi de coach, entre guillemets, hein, immobilier, qui va pouvoir les guider et les aider à réussir leur projet en leur évitant les écueils et les problématiques qui pourraient survenir, notamment du côté des acheteurs. Alors, comment ces propriétaires ont-ils choisi de mettre en vente leurs biens? Dans la majorité des cas, l'agence reste le principal. On voit que dans 75% des cas, les particuliers ont essayé de mettre en vente par agence. Mais ce qu'on voit dans le même temps, c'est que la tentation de vendre seul est importante, puisque un particulier sur deux a essayé au démarrage de vendre seul. Et finalement, cette tentation de vendre seul est encore plus grande chez les plus jeunes, chez les moins de 35 ans. Parce que vous voyez ici qu'en moyenne, on a vu qu'on était à 51%, et sur les plus jeunes, on monte jusqu'à 68%. Alors ça, alors je crois, Maud, qu'on n'a pas vraiment
d'éléments pour l'expliquer, ou en tout cas, on n'a pas encore assez de recul, mais est-ce que ça ne serait pas justement parce que la génération plus jeune est peut-être plus connectée, plus d'accès à l'information, et du coup, se sont peut-être plus armés pour vendre seuls? Alors, il y a peut-être en petite partie ça, mais ce qu'on voit également, surtout, c'est qu'en fait, les moins de 35 ans ont un profil particulier. Souvent, c'est des biens qui sont moins chers, et donc finalement, c'est des ventes où il y a moins d'enjeux également, ils ont plus de temps. Donc, quelque part, c'est aussi des ventes faciles. Finalement, comment s'est réalisée la transaction? Donc, il y en a un sur deux qui essaye de vendre seul. Tous ne vont pas y arriver. Et on voit que finalement, on se retrouve avec un tiers de ventes entre particuliers. Et donc, la vente par agence reste largement majoritaire, parce qu'on est à 62%. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre un peu de recul sur ces chiffres et de voir un petit peu l'évolution de la vente par agence et entre particuliers depuis 1945. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce aux données qui sont transmises par le ministère du Logement. Et donc en fait, si on regarde la courbe en noir, c'est la courbe des ventes entre particuliers, on voit que depuis 1945, c'est une courbe qui ne fait que diminuer. Et, elle diminue en faveur des ventes par agence qui, elles, au contraire, ne cessent d'augmenter. Et en fait, on voit que fin des années 80, début 90, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une complète inversion de tendance et que les ventes par agence ont pris vraiment le dessus sur les ventes entre particuliers. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on a l'impression qu'il y a un petit creux au niveau des ventes par agence là sur les dernières années, mais là c'est une question d'échelle. Hein, quand on a la courbe un peu plus détaillée, on n'a pas pu intégrer là. En réalité, c'est stable. Et autre chose aussi que l'on peut mettre en avant, c'est qu'on voit les sous-courbes en fait où vous avez le détail entre les ventes entre particulier à particulier, entre relations, entre amis, entre familles, et la courbe plus basse, la noire plus foncée, où c'est donc les ventes de PAP, mais via les annonces. Et on peut constater quand même que le PAP remonte aussi sur la partie vente par annonce. Donc, on peut potentiellement corréler ça avec l'émergence notamment du Boncoin et d'autres sites de ce type, mais surtout Boncoin, parce que là, pareil, je pense que vous le savez aussi très bien, ils ont une forte expansion sur le domaine de l'annonce immobilière. Mais on voit qu'effectivement, voilà, l'agence reste quand même majoritaire. La vente entre particuliers descend, mais la diminution de vente interrelationnelle est compensée, on va dire, par les ventes par petites annonces. Et en fait, on voit que les ventes entre particuliers, il y a eu un petit remontée début des années 2010, mais à nouveau, là, depuis les dernières années, on est à nouveau sur une pente baissière qu'on espère voir se confirmer, voire s'accentuer. Parce que c'est pas si facile de vendre tout seul, et ça, on en est convaincu. Alors, pourquoi, du coup, ont-ils essayé de vendre entre particuliers ? Alors, c'était attendu. Hein, la majorité des particuliers qui ont essayé de vendre seuls nous disent que c'est pour économiser les frais d'agence. C'est assez logique. Après, ce qu'on voit également dans le même temps, c'est qu'il y a un problème d'image et de confiance parce qu'ils pensent également qu'en vendant seuls, ils vont gagner du temps ou c'est également par manque de confiance. Donc, en fait, quelque part, c'est vraiment une méconnaissance du métier d'agent immobilier. Voilà, il y a un vrai enjeu. Et effectivement, quelqu'un qui veut économiser les frais, c'est que dans son esprit, le professionnel ne mérite pas ses honoraires. Donc, finalement, globalement, toutes ces réponses-là sont liées au manque de confiance aujourd'hui de ces propriétaires à l'égard des professionnels de l'immobilier. Il y a un vrai enjeu, justement, de communiquer grandement et massivement sur votre expertise, la réputation digitale, votre valeur ajoutée, vraiment justement parce que rétablir cette confiance, c'est ce qui permet aussi de dire aux vendeurs, allô, je mérite mes honoraires, je ne suis pas qu'un ouvrier de porte, je mérite les honoraires que je facture. Alors, en termes d'image justement, quelle image déclare-t-il avoir au sujet des agences immobilières ? Alors, ce qu'on voit, c'est que on a des résultats qui sont mitigés. On a 53% de bonnes images, 47% de mauvaises. Donc, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À moitié plein parce que si on avait fait cette année, cette étude, il y a 5 ans,
on aurait sans doute eu des moins bons résultats. Donc, on sent que ça va dans le bon sens et qu'il y a plein de choses qui se passent. Après, le verre à moitié vide, parce que 53%, ça laisse une très forte marge de progression. Et c'est un point sur lequel il est important de travailler, parce que finalement, cette image un petit peu mitigée, c'est ça qui vient nourrir la tentation de vendre seul. Alors justement, avec cette image qui est un peu mitigée, est-ce qu'il est facile pour eux de choisir une agence pour vendre son bien? Alors non, là, les particuliers vont nous le dire clairement, choisir une agence, c'est difficile. Ils sont 64% à le dire. Et donc là aussi, c'est un deuxième axe sur lequel c'est important de travailler parce que voilà, ils réfléchissent, ils sont inquiets, ils ont une image un petit peu floue du métier. En plus, ils savent pas trop vers qui se tourner. Et donc, tout ça fait que ils sont tentés de vendre seuls. Donc, il y a un vrai enjeu vraiment justement de relayer au maximum et de développer votre réputation. Et aujourd'hui, ça se passe, on l'a vu, énormément dans le digital. Et donc, forcément, c'est important de pouvoir à tout moment être en mesure de communiquer et son expertise justement de manière sur toute cette phase de préparation de projet, tout ce qui précède le contact avec l'agence, justement de pouvoir mettre un maximum de chances de votre côté et voilà, j'ai envie de dire d'avoir une force de frappe la plus large qui soit de manière à les orienter, à les amener à vous choisir en leur faisant comprendre que vous êtes le bon professionnel pour les aider à réussir ce projet. Alors, comment ont-ils connu là où les agences qu'ils ont contactées? Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que finalement, il n'y a pas un canal qui prend le dessus sur tous les autres. On voit que c'est finalement très éclaté, ça oscille entre 4 et 20%. Et donc, finalement, il y a plein de solutions pour connaître l'agence. Donc, il y a la proximité, vue dans mon quartier. Il y a également beaucoup de relationnels, le bouche à oreille, l'expérience passée, et il y a aussi Internet. Alors, ce qu'on constate, là aussi, pareil, quand on rentre un peu plus dans le détail, c'est qu'évidemment, toutes ces sources vont se cumuler. Le bouche à oreille reste prépondérant. C'est évidemment, encore une fois, l'humain qui reste au cœur du métier. Mais la tendance aujourd'hui est très souvent, du côté du vendeur, d'aller se renseigner sur toutes les sources possibles et imaginables pour justement se conforter et vérifier si ce qu'on lui a dit, ce qu'il a entendu, il peut le vérifier par le biais d'avis clients, par le biais d'autres supports. Et donc, voilà, il y a tout cet enjeu, justement, de faire en sorte que ce qui est relayé en bouche à oreille le soit aussi en amont dans le digital, parce qu'il y a un vrai rôle de réassurance aujourd'hui qui est très important. Et c'est lié, ça encore une fois, évidemment, à la psychologie du vendeur qui est méfiant. Il va essayer de prendre de l'info partout où il peut, de manière à avoir une espèce de faisceau d'indices concordants qui va l'amener à vous confier son projet. Alors, quels sont les critères, du coup, justement, qui leur confient un mandat à un professionnel? Donc là aussi, il va y avoir pas mal de critères différents. Donc, il y a logiquement la proximité avec le bien qui est importante et les tarifs qui entrent en compte. Mais c'est pas que ces critères. Ce qu'ils vont également prendre en compte, c'est toute l'image de professionnalisme. C'est votre connaissance du marché local qu'ils vont essayer de tester, l'estimation qui est faite, également l'ensemble des services proposés. Et en parallèle, il y a également tout ce qui a cette fois plus trait à l'humain, au relationnel. Ça va être la réactivité des personnes rencontrées ou la confiance inspirée. Là, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que les tarifs, c'est la première raison qui fait en fait qu'un vendeur est tenté par le PAP, mais que finalement, là, ça arrive tard dans les raisons qui les poussent à confier un mandat. Et finalement, tout ce que vous avez au-dessus, même aussi en dessous, mais surtout ce que vous avez au-dessus, c'est cet aspect humain, confiance et le fait d'être rassuré, c'est finalement tout ce qui va aussi vous permettre de justifier vos honoraires. Donc, encore une fois, c'est un vrai enjeu justement de pouvoir relayer tout ça. Et c'est surtout le signe aussi très fort que l'humain au cœur du métier, même si aujourd'hui ça se digitalise. Évidemment, si vous n'êtes pas dans votre travail et dans votre relation avec le prospect, ce que vous reflétez en digital, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle.
que l'humain, encore une fois, peut tout faire basculer et fait passer presque la question des honoraires sur un second plan presque. Alors, quel service ces vendeurs attendent-ils d'une agence immobilière? Donc, ils vont attendre finalement des services assez très concrets, hein. Ils vont attendre vraiment des éléments tangibles sur ce que vous faites réellement. En fait, il faut bien garder en mémoire que le projet est long et ils ont besoin de se sentir accompagnés et ils ont besoin de comprendre pourquoi c'est long et de comprendre ce que vous faites très concrètement. Donc, ils vont attendre des rapports détaillés sur l'estimation de du bien, des tableaux de bord, des suivis de performance de l'annonce, etc. Et ils vont attendre finalement un accompagnement global et des conseils pour vendre et acheter au bon moment. Il y a une sorte de coaching immobilier. Ça, globalement, c'est des choses que les professionnels de l'immobilier font déjà, mais qui méritent très probablement d'être encore plus poussées et mises en avant auprès des vendeurs. Alors au final, comment s'est déroulée la vente dans leur esprit? C'est ce qu'on n'a pas ajouté, mais c'est dans leur esprit. Donc là, le tableau est assez dense, on va le décortiquer ensemble. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 catégories de particuliers. Il y a les particuliers qui, dès le début, vont passer par une agence. Là, c'est une cible qui est importante parce que c'est à peu près la moitié des cas. Donc, pour eux, la vente va même très bien se passer dans un délai qui est plutôt en dessous de la moyenne et plutôt au prix de vente. Donc là, tout se passe bien pour cette cible et dans la majorité des cas, si c'était à refaire, ils repasseraient par une agence. Donc, c'est un petit peu une cible qui est acquise aux agents immobiliers. Ensuite, on a une deuxième cible, c'est les particuliers qui, dès le démarrage, mettent en vente seulement entre particuliers. Donc là, c'est une cible qui est très atypique et c'est une cible qui, heureusement, est minoritaire puisqu'au final, il ne représente que 17% des projets de vente. Donc là, pour cette cible, eux aussi, ils vont avoir le sentiment que tout est passé, ils vont avoir l'impression de vendre plutôt très rapidement et au prix de vente. Alors après, on le sait, hein, c'est que du ressenti, parce que ce qu'on a pu voir dans le cadre d'autres études, c'est que souvent, en fait, ils auraient pu vendre plus cher que ce qu'ils... Mais en tout cas, voilà, ils l'ont fait par eux-mêmes et ils sont contents d'eux et c'est difficile de les faire changer d'avis. Alors heureusement, hein, c'est une cible qui est très particulière et minoritaire. C'est une cible plutôt de jeunes et qui vendent des biens moins chers que la moyenne. Des plus petites valeurs, c'est ça, des biens moins prestigieux. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur la 3e cible, qui est une cible particulièrement intéressante pour les agents immobiliers, parce que c'est des particuliers qui vont essayer de vendre à la fois par agence et entre particuliers. Alors là, c'est une cible en fait de personnes qui sont très inquiètes par leur projet et qui vont penser bien faire en adoptant cette double stratégie. Et en fait, dans les faits, c'est une erreur, c'est contre-productif. On voit que pour eux, la vente, c'est moins bien passé, dans des délais plus longs et avec un prix plus négocié. Donc on se dit que c'est dommage, hein, parce qu'en plus, rétroactivement, ils nous disent que dans les 3 quarts des cas, si c'était à refaire, ils passeraient maintenant par un professionnel. Donc voilà, on se dit que sur cette cible, il y a vraiment une carte à jouer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a, en tout cas, même s'il y a un petit 17% qui est très compliqué à aller chercher, il y a quand même un tiers qui, justement, est ouverte et plus facile, en tout cas, à atteindre pour les agents immobiliers. Oui. Alors, globalement, le taux de transformation, là aussi, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, ouais, tout à fait. Et là, c'est un argument pour essayer de convaincre justement ce tiers de particuliers. On voit très clairement que le taux de transformation est plus efficace par agence. On est à 83%, alors qu'on est à moins de 70% pour la vente entre particuliers. Alors, toujours d'après ces vendeurs, est-ce que les agents immobiliers sont suffisamment digitaux ? Alors c'est mitigé, hein. On voit que pour plus d'un sur 2, les agents immobiliers pourraient avoir recours à encore plus d'outils digitaux.
C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, on est sur une génération qui est de plus en plus connectée, de plus en plus digitale, et du coup, ils vont attendre du professionnel que ce soit également le cas. Donc, besoin de beaucoup de suivi, mais peut-être pas de manière physique, peut-être de manière beaucoup plus dématérialisée et interactive. En tout cas, là, pareil, il y a de gros enjeux à ce niveau-là. Et justement, sur quel service précisément attendent-ils les professionnels? Ce qu'on voit, c'est que dans l'esprit des particuliers, les outils digitaux peuvent permettre justement d'avoir un meilleur suivi et une meilleure compréhension de ce qui est fait. Parce que ils attendent plus de tableaux de bord pour les suivis des visites, plus de suivi de performance de l'annonce, ou globalement un meilleur accompagnement pour vendre et acheter au bon moment. Donc ça, encore une fois, c'est des choses que vous faites déjà globalement, mais qui méritent d'être plus mises en avant et peut-être plus digitalisées. Justement, voilà, les accompagnements, l'accompagnement notamment, les suivis, vous les faites, mais c'est vrai qu'ils sont assez friands de pouvoir, tout comme ils savent qu'ils peuvent prendre de l'info sur Internet, sur les prix à tout moment, pouvoir à tout moment consulter des rapports, vraiment avoir un bilan qu'ils peuvent consulter à tout moment, de manière à ce que ce soit aussi finalement complètement transparent pour eux, parce qu'il y a cet enjeu aussi, il y a cette méconnaissance du métier. Pour beaucoup de vendeurs, c'est flou, on ne se rend pas compte de ce que fait un agent immobilier. Et le digital, justement, va être aussi là pour vous aider à mettre tout ça en avant et à fluidifier finalement la relation aussi, sans forcément devoir passer 3 heures au téléphone avec chaque vendeur. Donc là, on a vraiment un tournant, en tout cas, sur le digital et sur la manière aussi dont vous rendez, entre guillemets, des comptes à vos clients. Donc cette étude, en fait, a fait ressortir 3 grands enjeux pour l'année à venir. En fait, ce qu'on voit, c'est que le premier enjeu, c'est développer la notoriété. Alors même si la notoriété locale peut être développée, ce qu'on voit également dans cette étude, c'est que le choix d'une agence est difficile, et donc c'est vraiment important de travailler la présence à l'esprit et d'être notamment présent à l'esprit au bon moment quand ils sont en train de passer du stade de réflexion au passage à l'acte. En fait, le digital vous permet d'être présent justement dès que ce fameux bébé cachalot est construit. Finalement, donc c'est vraiment très important de pouvoir être visible dès sa prise d'information, dès qu'il va pianoter à 23h le soir sur son ordi pour prendre de l'info. Plus vous allez être visible, plus vous allez l'accompagner au long de cette phase de réflexion et donc pouvoir communiquer et la rassurer aussi sur finalement son choix d'agence. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a un deuxième enjeu, c'est de mieux valoriser votre savoir-faire, parce que ce qu'on a vu, c'est que l'image est un petit peu mitigée, mais dans le même temps, il y a de fortes attentes envers les agents immobiliers. Donc, il y a de forts enjeux. Et donc, c'est vraiment important de faire tout un travail de pédagogie, en fait, sur ce que vous faites, et également pour valoriser tous les outils que vous mettez en place, et surtout toute votre connaissance marché, qui est un enjeu clé pour le particulier. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le vrai enjeu et c'est ce qui va aussi permettre au global, finalement, d'améliorer la réputation de la profession. Malheureusement, ça, on le sait, nous autres professionnels de l'immobilier, on n'est pas bien vus par les particuliers parce qu'ils ne savent pas, en fait, ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants du métier. Ils ne voient que la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, tout ce qui se fait, vérification de sauvegarde, erreur, toutes ces choses-là qui sont annexes pour lui parce qu'il ne les voit pas, à partir du moment où il va en prendre conscience, il va se rendre compte que l'agent immobilier n'est pas, comme je disais tout à l'heure, n'est pas qu'un ouvreur de porte et mérite ses honoraires et est indispensable dans la réalisation de la transaction aujourd'hui. Et il y a un troisième enjeu, à notre sens, c'est vraiment de réussir à accompagner le particulier tout au long de son projet. On l'a vu, il commence par une longue phase de réflexion et c'est important d'être présent à ce moment-là pour l'aider à définir une stratégie de vente et l'accompagner jusqu'à la vente finale. Et donc, de se positionner finalement comme un conseil et à être un peu un tiers de confiance dans ce projet. Un coach, on peut dire un coach, clairement, c'est vraiment ce dont ils ont besoin, encore une fois, pour se rendre compte qu'il ne suffit pas de mettre une annonce sur le bon coin pour vendre un bien et qu'il y a beaucoup plus d'enjeux derrière pour eux et qu'il est essentiel justement d'être bien suivi et bien chapeauté pour réussir son projet, vendre dans les temps espérés et au bon prix. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. On va pouvoir traiter quelques questions.
Alors, il y en a beaucoup. Je vais prendre la première. Alors, on a Christine qui nous demande si on va envoyer la présentation aux participants par email. On va vous envoyer une infographie en fait avec les principaux chiffres, de manière à ce que vous puissiez le partager avec vos équipes. Alors, une autre petite question. Alors, dans votre échantillon, quelle est la proportion des hommes, des femmes, des jeunes et des seniors? Alors, dans l'échantillon, on a à peu près 60% d'hommes, 40% de femmes. Et en termes d'âge, on a 60% de plus de 50 ans et 40% de moins de 50 ans. En moyenne, les répondants ont 53 ans. On a une autre question qui est « Je ne comprends pas vraiment l'histoire des pourcentages. Comment peut-on dépasser les 100% » Ça, Maud, c'est tout simplement qu'ils peuvent sélectionner plusieurs réponses. Exactement. Il y a des questions à réponse unique, où là, on est forcément le total fait 100%, et d'autres où on a des réponses multiples. Donc, plusieurs réponses peuvent être cochées par un même répondant. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie notamment des sources d'information, c'est que voilà, il multiplie les canaux justement pour avoir ce faisceau concordant, donc ne sont pas capables de ne citer qu'un support parce qu'en réalité, ils ne se contentent pas que d'un support ou que d'un acteur pour trouver les réponses à leurs questions. On va en prendre une petite dernière. Pourquoi, donc c'est Zoé qui nous demande pourquoi l'image des agences immobilières se dégrade. Alors nous, on n'a pas le sentiment que l'image des agences se dégrade. Au contraire, hein, on a plutôt le sentiment que si on avait fait cette même étude il y a 5 ans, on aurait une moins bonne image. Donc on a plutôt le sentiment que les choses vont dans le bon sens. Et d'ailleurs, il y a une étude récente là, qui vient de paraître la semaine dernière, une étude de l'IFOP, qui montre que le niveau de satisfaction vers les agents immobiliers est en progression par rapport à l'année dernière. Et on va prendre une dernière question en mode clôturé. Y a-t-il, donc c'est Jimmy qui nous demande s'il y a des disparités entre Paris et le reste de la France. Alors globalement, non, il n'y a pas de forte disparité géographique. Ce qui fait vraiment que le comportement change, c'est plutôt lié à la valeur du bien. Et notamment, par exemple, le recours à la vente entre particuliers va être plus fort quand le bien est de plus petite valeur. Alors, je vois qu'on a dépassé de 2 minutes, donc je sais que votre temps est très précieux. Donc, n'hésitez pas encore une fois, hein, les questions, allez-y. On va laisser connecter quelques instants justement pour que vous puissiez aussi directement nous les poser, puisque là, on ne pourra pas en prendre beaucoup plus que ça. N'hésitez pas, vous avez un petit questionnaire qui va générer à y répondre pour nous dire ce que vous avez pensé de l'étude, que ce soit positif, négatif, ce qu'on peut faire pour s'améliorer, des thématiques qu'on pourrait aborder. N'hésitez pas, on est vraiment à votre écoute à ce sujet-là. Ces webinaires, on les fait pour vous, donc le but, c'est que ça vous apporte du contenu intéressant. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire et à nous faire toutes vos suggestions. Voilà, donc il va être temps pour nous de vous remercier, de nous avoir accordé votre temps pour suivre ce webinaire. Et puis, pour ma part, je vais vous dire à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup à tous et puis à bientôt. Merci à vous et on laisse connecter le chat quelques instants pour que vous puissiez continuer à poser vos questions. Merci à vous, très bonne journée.